14h30 à Paris, place à votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo et qui fait sens. Et on va la décrypter aujourd'hui avec vous, Gabrielle Maréchaux. Bonjour, journaliste environnement à The Conversation France. Alors le cliché que vous avez retenu aujourd'hui n'est pas forcément évocateur au premier coup d'œil. On va le voir à l'écran. Vous venez nous parler du bio. Est-ce qu'on peut nourrir des populations sans utiliser de pesticides? Ça, c'est une question qui est régulièrement relancée dans nos sociétés, alors qu'on s'inquiète beaucoup vis-à-vis des effets sur la santé des récentes études scientifiques. On trouvait effectivement des pesticides jusque dans les nuages et donc forcément dans la terre. Donc expliquez-nous ce cliché qui pourrait être mignon, répugnant à première vue d'œil. Moi, je trouve mignon, mais racontez-nous ce qui se passe dans la terre et chez ces vers de terre. Tout à fait. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous et à toutes. J'ai choisi aujourd'hui de partir du ver de terre. Alors, c'est un ver de terre qui a été pris en photo par un journaliste de l'AFP au Venezuela. Et ce ver de terre, il est dans la main d'un agriculteur qui produit du café sans pesticides. Et j'ai voulu vous montrer ça parce que littéralement, cet agriculteur et ce ver de terre, ils travaillent en quelque sorte main dans la main. Parce que d'un côté, les vers de terre rendent d'immenses services à l'agriculture. Ils vont notamment aérer les sols, ce qui va permettre une meilleure circulation de l'eau, ce qui va être profitable au développement des racines des plantes. Les vers de terre vont aussi transformer la matière organique, donc les feuilles mortes, les déjections animales, en un humus fertile pour la croissance des plantes. Donc cet agriculteur, il a d'immenses bénéfices à retirer de la présence de vers de terre sur son champ et il leur rend bien puisqu'il produit sans pesticides qui, eux, peuvent être dangereux pour la santé des lombrics. On nous dit quand il y en a beaucoup dans la terre, c'est bon signe. Tout à fait, oui. Et les bienfaits de l'absence de pesticides ne s'arrêtent pas qu'aux vers de terre. En fait, on les retrouve à tous les maillons de la chaîne alimentaire. Déjà, s'il y a beaucoup de vers de terre, ça va être profitable aux oiseaux qui se nourrissent de vers de terre. Il y a des études qui ont montré aussi que des poules qui étaient alimentées avec des produits bio faisaient des œufs en moyenne plus gros. D'autres études ont montré que, pareil, des perdrix qui étaient alimentées avec des céréales produites sans pesticides avaient un meilleur système alimentaire. Et quand on remonte jusqu'à nous, l'humain, on voit que les gens qui mangent régulièrement bio ont un baisse du risque d'obésité, de diabète de type 2, aussi de certains cancers, comme le cancer du sein chez la femme ménopausée ou des lymphomes. On sait aussi que les pesticides peuvent aggraver le risque de cancer. Oui, l'inverse est aussi vrai, voire même criant dans certains cas, comme je vous propose de le voir avec ce sujet du média en ligne Hunter, consacré aux Antilles et aux pesticides du chlordécone. Aux Antilles, le cancer de la prostate va enfin être reconnu comme une maladie professionnelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est aux Antilles qu'on identifie le plus fort taux de cancer de la prostate d'Europe et même du monde. Là-bas, 90% de la population est contaminée à un pesticide dangereux, le chlordécone. Cet insecticide, interdit en France en 1990, a été utilisé de 1972 à 1993 pour traiter le charançon, un parasite des bananiers. Pour cultiver et exporter les bananes, la France a continué à appliquer le produit et longtemps repoussé son interdiction. Et pendant ce temps, l'Europe, qui le reconnaît comme polluant environnemental depuis 2020, a toujours subventionné ces cultures. Pourtant, des centaines d'études ont montré la dangerosité de ce pesticide qui contamine tout, l'eau, les plantes, les animaux, à travers les sols. Aux Antilles, on n'hésite pas à parler de scandale d'État. Et ça fait des années que les militants se battent pour la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'exposition au chlordécone. Et toi, tu trouves que c'est une bonne nouvelle ? Demandez. Voilà, c'est vrai, quand on voit tout ça, on peut se demander, Gabrielle, pourquoi est-ce qu'on cultive encore avec des pesticides ? C'est la grande question, Elisabeth. Alors d'abord, on peut rappeler que changer de pratique, c'est jamais anodin. Ça peut faire peur, ça peut demander de se former à des nouvelles pratiques, des investissements financiers qui peuvent être coûteux, surtout si les agriculteurs ne sont pas soutenus et aidés dans cette démarche. Mais il y a un autre argument qui revient souvent quand on pose la question que vous me posez, c'est celui des rendements. En France, on entend souvent dire qu'une agriculture 100% bio, ça pourrait être dangereux parce qu'on produirait moins et du coup, on devrait importer plus pour se nourrir. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est compliqué à voir selon les cultures, les exploitations, mais en moyenne, on peut dire que c'est notamment vrai et assez net sur les céréales, mais que oui, en moyenne, aujourd'hui, pour l'instant, le bio a des rendements plus faibles, qu'il faudra donc plus de terre pour produire la même quantité de nourriture. Mais, il y a un mais, si on a toujours comme but ultime une alimentation saine pour l'humain et pour les écosystèmes, il y a quelque chose qu'on pourrait changer.
et qui pourrait libérer des terres qui permettraient de compenser ces rendements plus faibles du bio. Et qu'est-ce que c'est du coup? Eh bien, Elisabeth, c'est notre consommation de viande. C'est ce qu'explique Michel Duru, un agronome de l'INRAE, dans un article de The Conversation. Il rappelle plusieurs choses. Déjà qu'en France, on consomme beaucoup de viande en moyenne, 2 fois plus qu'il y a 100 ans. On en consomme aussi en excès par rapport aux recommandations et à nos besoins réels. Et cet excès de viande, il est délétère pour la santé puisqu'il est lié à une augmentation de maladies chroniques, de certains types de cancers. Donc déjà, pour rester en bonne santé, il faudrait manger moins de viande. Si on mange moins de viande, il y aurait moins d'élevage. L'élevage qui a lui aussi des effets délétères sur l'environnement vu qu'il émet beaucoup de gaz à effet de serre, qu'il peut polluer les sols, les eaux. S'il y a moins d'élevage, il y a des terres qui se libèrent et qui pourraient, elles, être converties en agriculture et donc permettre de généraliser une agriculture et une alimentation bio sans importer davantage qu'on le fait actuellement. Et puis enfin, ça pourrait aussi avoir des bienfaits sur le plan économique que de généraliser l'agriculture et l'alimentation bio. Comment c'est possible si les rendements sont diminués? Eh bien, déjà parce qu'il y a une dépense qui baisserait, c'est celle liée justement à cette hausse de maladies chroniques et de certains cancers qu'on note. Et puis, il y a une ligne de dépense qui, elle, disparaîtrait totalement. C'est l'achat d'engrais, de pesticides, qui viennent souvent de loin. Et cette dépense à elle seule, elle peut motiver certains agriculteurs à passer en bio. C'est le cas d'une agricultrice en Inde, dans l'Andhra Pradesh, une région très sèche du sud de l'Inde, que je vous propose d'écouter dans cet extrait de reportage de France 24. Il y a quelques années, la famille de Parvati était endettée jusqu'au cou. Comme beaucoup d'autres dans la région, elle empruntait et dépensait les gains de ses récoltes dans l'achat d'engrais et de pesticides. En fonctionnant comme ça, nous dépensions plus que ce que nous gagnions. Donc on n'a pas eu le choix. On a dû abandonner l'agriculture pendant 5 ans. Désormais, Parvati et son mari consacrent une journée par semaine à la fabrication d'une centaine de kilos d'engrais naturels. On mélange 2 litres de jus de feuilles de margousier, de la bouse et de l'urine de vache et un petit peu d'eau et on laisse reposer 24 heures. Cet engrais naturel est entièrement fabriqué à base de ressources que Parvati possède déjà dans ses champs. Il faut bien remuer. Cette concoction fournit aussi à Parvati un revenu supplémentaire. Depuis 6 mois, je vends du fertilisant. Une fois la préparation prête, il n'y a plus qu'à la disperser dans les champs et attendre que la magie opère. Les techniques de base acquises, Parvati peut maintenant montrer l'exemple au reste de la communauté. Depuis 1 an, elle cultive un potager avec d'autres agricultrices de sa localité pour fournir des légumes à l'école du village et à d'autres habitants. La recette, la mérite qu'on s'y arrête quelques instants parce qu'on a vu cette dame mélanger à la main, quoi, au juste? Alors, 2 litres de jus de margousier, de la bouse et de l'urine de vache et un peu d'eau. En fait, il faut savoir que traditionnellement, c'est pas pour rien que souvent l'élevage et l'agriculture étaient couplés, parce que en fait, le fumier, c'est plein d'azote et l'azote, c'est nécessaire pour la croissance des plantes. Donc, en fait, l'agriculture bio, souvent, revient à des méthodes connues depuis des millénaires qui permettent... Voilà. Mais donc, en tout cas, on peut voir que cette agricultrice, d'une part, elle a vu ses dépenses baisser, qu'elle a vu des nouveaux bénéfices émerger en pouvant vendre son propre engrais. Et ses rendements aussi, c'est dit plus loin dans ce même reportage de France 24, ces rendements, eux, ont augmenté parce que, tout simplement, ces champs sont devenus plus résilients. Sans doute, peut-être parce qu'en arrêtant d'utiliser les pesticides, beaucoup de vers de terre ont peut-être dû revenir. Et donc, du coup, dans cette région très sèche de l'Inde, ces rendements sont plus grands. Autre bénéfice qu'on peut noter dans cet exemple et qui, moi, me semble particulièrement intéressant, c'est qu'on voit qu'en changeant son travail, elle permet d'avoir une action bénéfique pour sa propre communauté, en pouvant également libérer du temps et un peu de place pour pouvoir nourrir une partie de son village elle-même. Et ça, c'est quelque chose de crucial parce que changer de méthode, c'est une chose, mais encore faut-il que ça ait des bénéfices directs pour les premiers concernés à l'échelle locale. C'est pourtant ce qui se passe dans un autre état de l'Inde? Oui, tout à fait. Alors, c'est un état qui s'appelle le Sikkim, qui lui est situé au nord de l'Inde. C'est un petit état dans les contreforts de l'Himalaya. Et cet état, aujourd'hui, est le sujet de beaucoup d'attention à travers le monde parce que c'est un état 100% bio. Alors, il est vrai que, maintenant, dans sa législation, il est interdit d'utiliser des pesticides. C'est un coup de pub qui a été considéré comme un succès par beaucoup. Mais
il y a un mais, il y a des zones d'ombre à ce succès que nous explique l'agronome Sébastien Mainville dans un autre article sur The Conversation. Cet agronome, en fait, nous explique que pour chercher la meilleure rentabilité, avec cette contrainte de ne pas pouvoir utiliser des pesticides, beaucoup d'agriculteurs du Sikkim se sont tournés vers la culture de la cardamome, une épice très prisée qui nécessite des conditions climatiques qu'on retrouve au Sikkim. Et en se spécialisant dans la cardamome, ils ont arrêté de produire certaines cultures vivrières comme le riz. On a vu comme ça des champs de riz ou des hectares consacrés au riz devenir des cultures de la cardamome. Sauf que la cardamome, ça nourrit pas notre homme et que donc du coup, pour leur propre population, au Sikkim, ils se retrouvent obligés d'importer du riz et d'autres choses, d'autres régions de l'Inde, où on utilise beaucoup de pesticides. Donc, c'est une première zone d'ombre. Et une autre que note Sébastien Mainville dans son article, c'est que ce coup de pub sur cette petite région indienne, qu'il faut dire peu de personnes connaissaient avant, qui est 100% bio, ça a attiré des curieux. Donc, le tourisme a augmenté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Sikkim, on voit que certaines personnes quittent les champs pour aller trouver un emploi qui sera plus rémunérateur dans l'industrie, par exemple, hôtelière, ce qui nuit également à l'agriculture locale et à l'autosuffisance alimentaire de cette région. Donc, le cas du Sikkim est en réalité plus mitigé. On pourrait en conclure que changer de méthode, c'est bien, mais qu'il faut voir pour quel objectif. Si ça ne permet pas une meilleure autonomie à l'échelle locale sur le plan alimentaire, c'est peut-être assez dommageable. Voilà, et le bio aiguise évidemment les appétits parce que quand on vend bio, on vend forcément plus cher. Donc, il faut faire attention aussi aux étiquettes. Quand on achète du bio, on n'est pas forcément en train d'acheter meilleur pour notre santé. Il faut faire attention à des indicateurs comme des produits de saison, enfin des choses qui sont évidemment essentielles et primaires. Tout à fait. Il y a d'abord savoir peut-être pour quelles raisons on mange bio. Est-ce que c'est pour favoriser sa propre santé, celle de l'environnement, si effectivement c'est pour importer des légumes qui ont parcouru des kilomètres, c'est peut-être plus dommageable. Et puis, vous me faites une transition toute faite, Elisabeth, avec le sujet qu'on va publier demain, qui va aussi faire le point sur les différences entre les labels bio d'un pays à l'autre. On voit que c'est pas toujours les mêmes. Et ce sera à retrouver donc sur The Conversation et dans notre newsletter environnement, qui, je le dis, est gratuite et tout le monde peut s'abonner. Merci beaucoup, Gaëlle Maréchaux. Merci d'avoir fait ce crochet par nos plateaux, l'équipe de The Conversation qu'on retrouve chaque mercredi sur notre plateau.